En fait, tout le monde le sait. La guerre est à peine justifiable. Après la première, comme après la seconde, on disait partout « plus jamais de guerre ». Le droit international le dit clairement lui aussi. Selon l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, les guerres violent aujourd'hui en général le droit international. Les crimes de guerre sont également définis clairement dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, comme par exemple les attaques intentionnelles contre la population civile en tant que telle, les attaques intentionnelles contre des biens à caractère public, les attaques intentionnelles en connaissance du fait que cela provoquera des pertes humaines, la blessure de civils et l'endommagement d'objets civils. Comment se fait-il alors que depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables crimes de guerre aient eu lieu sous les yeux du public mondial et qu'ils soient tolérés? Et il ne s'agit pas de n'importe quelle guerre, puisque la plupart ont été lancées et dirigées par le gouvernement des États-Unis ainsi que par l'OTAN. Et il est avéré, comme le décrit le journaliste américain Norman Solomon dans son livre War Made Easy, en français La guerre rendue facile, que ce sont justement dans ces guerres auxquelles les États-Unis ont participé que 70 à 90% des morts étaient des civils. En fait, il y a un principe tout à fait simple et totalement logique, en sorte qu'il devrait être clair pour tout journaliste, politicien ou citoyen du monde qu'il n'y a pas même une seule guerre menée par les États-Unis ou l'OTAN qui soit justifiable ni tolérable. Ce principe correspond au droit international sur la guerre et c'est le suivant. Les maux causés par la guerre ne doivent pas être plus grands que l'injustice qu'elle doit éliminer. Aucun État ne doit mener une guerre sans penser aux conséquences à long terme pour tous ceux qui sont concernés. Mais jugez vous-même si ce principe simple a été respecté, c'est-à-dire si le mal causé par la guerre était inférieur au mal que la guerre prétendait éliminer. Une grande vague de dévoilement est en cours, qui étudie les guerres les plus importantes depuis l'entrée des États-Unis dans la guerre du Vietnam en 1964. On y révèle comment étaient les conditions de vie avant et après la guerre. CLA TV a assisté pour vous à quelques-uns de ces exposés. L'intervention militaire internationale de 2011 en Libye. Résumé d'une conférence à Berne. Sous prétexte de protéger le peuple libyen contre son dirigeant Mouammar al-Kadhafi, la Libye a été bombardée pendant 7 mois par les forces armées de l'OTAN sous le commandement des États-Unis. Avant. La manière dont ce pays était gouverné, c'était vraiment une chose extraordinaire. Ce n'était pas seulement un président ou un dictateur, comme nous l'avons entendu, qui gouvernait ce pays, mais le peuple était impliqué de manière consciente. Le régime libyen était une démocratie directe. Le pays était divisé en communes plus petites. L'objectif était que chacun participe à toutes les décisions. La partie du Coran qui parle de tuer les infidèles était bannie de la Libye par Kadhafi. Dans les années 1970, Kadhafi a permis aux femmes de s'émanciper. Il n'y avait pas de directive concernant les vêtements et des formations de grande qualité étaient à la disposition de toutes les femmes si elles le voulaient. Il y avait des femmes médecins, des femmes ministres, des femmes d'affaires ou aussi de simples femmes au foyer selon ce qu'elles souhaitaient devenir. La Libye avait un des plus hauts revenus par tête du continent africain. Il n'y avait pas de taux d'intérêt sur les crédits. Avoir un domicile, c'est-à-dire une maison, était comme un droit de l'homme. L'électricité était gratuite, la formation était gratuite. Avant Kadhafi, seulement 25% des Libyens savaient lire, après lui, 83%. Les consultations médicales étaient gratuites. Tous les nouveaux mariés recevaient l'équivalent de 45 000 € de l'État libyen pour acheter leur propre appartement et pour fonder leur famille. Les mères qui mettaient au monde un enfant recevaient 5 000 $ US. Pour démarrer rapidement, les agriculteurs recevaient pour leur exploitation de la terre arable, une ferme, des outils, des semences et du bétail. Et tout cela gratuitement. Pour les personnes pauvres et affamées, il y avait des entrepôts agroalimentaires gigantesques
où on recevait du riz, du lait, du fromage, de la farine et aussi de l'argent pour acheter de la viande. Une partie de la vente du pétrole libyen était versée directement sur les comptes des citoyens libyens. Quand un Libyen achetait une voiture, le gouvernement subventionnait 50% du prix d'achat. Le prix de l'essence était de 10 centimes par litre. Maintenant, nous en venons au projet principal que Kadhafi a réalisé. C'était le projet de l'eau potable. La Libye se compose de 95% de désert et la superficie est environ 5 fois plus grande que la République fédérale d'Allemagne. C'est un très grand pays. La Libye n'avait pas de dettes étrangères, mais au contraire des réserves à hauteur de 150 milliards de dollars. Kadhafi planifiait l'établissement d'une banque et l'introduction d'une monnaie basée sur l'or pour l'Afrique, par laquelle la Libye aurait conduit toute l'Afrique à la liberté, à être libérée des élites financières et des impérialistes qui contrôlent les pays pauvres et ce qui leur appartient. De surcroît, Kadhafi aidait à contrôler les flux de réfugiés des pays africains. Pour leur accueil, il se servait des standards européens pour endiguer l'afflux vers l'Europe. Après. Je passe maintenant à l'époque après Kadhafi. Quel a été le premier acte du gouvernement central institué par l'OTAN? La Banque centrale a été dissoute parce qu'elle n'était pas dans l'intérêt des puissances occidentales. La guerre a coûté la vie à 50 000 civils libyens et au moins autant de civils ont été blessés. L'infrastructure économique de l'État a été détruite par les bombardements de l'OTAN. Les installations du grand réseau d'eau ont été attaquées et bombardées par l'OTAN, comme le montrent différentes vidéos sur YouTube. Selon Global Research, un centre pour la recherche scientifique globale dont le siège est au Canada, la guerre de l'OTAN contre la Libye aurait mis en péril l'avenir du projet de l'eau potable et par là l'aisance du peuple libyen. L'extraction du pétrole a chuté à 90 000 barils par jour, 10 fois moins qu'avant la guerre. Le taux de chômage est passé à 30%. Les réserves d'argent de la Libye, de 150 milliards de dollars, sont gelées dans le monde entier et probablement perdues pour toujours. Après l'intervention militaire internationale, le pays a été bouleversé par des combats de milices rivales. Celles-ci opèrent arbitrairement et impunément sous la direction de seigneurs de la guerre islamique et régionaux. Ce sont des commandants militaires. Des combats entre ces milices, des attaques contre le gouvernement et l'assassinat de fonctionnaires du gouvernement sont monnaie courante. Depuis 2014, une guerre civile acharnée règne entre le gouvernement, le contre-gouvernement islamiste qui règne dans la capitale Tripoli et d'autres groupes de rebelles comme l'État islamique. Le chaos règne. Un rapport adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies du 26 août 2015 donne les chiffres suivants jusqu'en août 2015. Il y avait 435 000 réfugiés à l'intérieur du pays. 1 million de Libyens ont quitté le pays en direction de la Tunisie. Environ 2 millions ont besoin d'aide humanitaire, pendant qu'environ 1,2 million souffrent de la malnutrition ou de la faim. En gros, 250 000 réfugiés venant d'autres pays se trouvent en Libye. Après Kadhafi, la Libye est devenue un paradis pour des gangs de passeurs qui transportent les réfugiés de Libye en Europe sans encombre. La première guerre d'Irak, deuxième guerre du Golfe, 1990 à 91, résumé d'une conférence à Steyr. Après que le président irakien Saddam Hussein a fait occuper le Koweït, en affirmant que celui-ci exploitait illégalement des champs pétroliers de l'Irak, l'armée irakienne était presque complètement vaincue par une coalition menée par les États-Unis. Pour justifier la guerre, les médias principaux ont d'abord diffusé des informations sur des atrocités commises en Irak et celles-ci ont ensuite été dévoilées comme étant des mensonges. Parmi ces atrocités, le célèbre mensonge des couveuses dans lequel une soi-disant infirmière de 15 ans affirmait en larmes que les troupes irakiennes avaient assassiné des nourrissons. Il s'est avéré plus tard que celle-ci était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Avant. Dans les années 70, l'Irak a vu un redressement économique dont la population a aussi énormément profité. À la fin de cette décennie, l'Irak possédait des réserves d'or d'une valeur de 35 milliards de dollars américains et était même sur le point de devenir un pays industriel.
L'Irak a réussi, en 1972, à prendre le contrôle national sur ses réserves de pétrole dont les entreprises internationales avaient profité auparavant. Avec 112 milliards de barils, l'Irak aurait disposé de l'une des plus grandes réserves de pétrole du monde. Grâce aux revenus liés à l'exploitation du pétrole, un système de santé irakien a entre autres pu être établi, qui a fonctionné jusqu'au début des années 90 comme le meilleur du monde arabe. À partir de 1979, Saddam Hussein encourageait activement la modernisation de l'économie irakienne, la construction de l'industrie, de l'administration et de la police, l'utilisation de la technologie dans l'agriculture, la réforme agraire ainsi que la formation de la société, la réorganisation complète du service public ainsi que des transports et l'éducation. Hussein a lancé une campagne nationale d'alphabétisation et l'enseignement obligatoire généralisé a été introduit. Avant 1990, plus de 90% des filles savaient lire et écrire. Après cette destruction, la roue de l'alphabétisation a de nouveau tourné dans l'autre sens. 75% des enfants ou des filles sont de nouveau devenus analphabètes. Nous constatons un grand nombre de morts, 120 000 soldats irakiens et environ 60 000 civils. 320 tonnes de munitions à l'uranium enrichi ont été utilisées par les Alliés. Les dommages à long terme ont été désastreux et ils le sont encore, ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe, à savoir une augmentation du taux de cancer ainsi qu'une forte augmentation du nombre de nouveau-nés ayant de sévères malformations. Plus de 3 millions de personnes se sont enfuies d'Irak, du Koweït et des pays voisins. Les sanctions économiques décrétées par les États-Unis ont empêché une reconstruction de l'État irakien après la première guerre d'Irak. Depuis 1991, environ 1,5 million d'Irakiens, dont 550 000 enfants de moins de 5 ans, sont décédés suite aux sanctions économiques infligées à l'Irak, à cause de carences alimentaires et d'un approvisionnement médical insuffisant. La destruction des stations d'épuration a transformé le Tigre en un cloaque ouvert. De 1990 à 2003, les États-Unis ont empêché l'importation de pompes et de chlore pour le traitement de l'eau. En conséquence, le taux de mortalité chez les nourrissons est passé de 3,3% en 1990 à 12,5% en 1997. La guerre du Vietnam de 1965 à 1975, résumé de conférences à Berlin et Dresde. Maintenant, nous allons considérer la guerre du Vietnam, qui a duré de 1965 à 1975. Sous le prétexte que des vedettes nord-vietnamiennes avaient été attaquées sans raison, des navires de guerre américains dans le golfe du Tonkin, le président américain Lyndon B. Johnson a fait en sorte que le Vietnam du Nord soit bombardé à partir de février 1965. Les États-Unis sont intervenus dans la guerre civile entre le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord communiste. Plus tard, le secrétaire d'État des États-Unis a admis que les navires de guerre américains avaient été envoyés dans le golfe du Tonkin uniquement pour provoquer une raison pour faire la guerre. Les ripostes immédiates auraient été préparées depuis des mois. Avant. Lors des accords de Genève sur l'Indochine en 1954, il avait été décidé qu'il y aurait des élections pour la réunification du Vietnam du Nord et du Sud. Le Vietnam du Nord communiste approuvait ces élections. Mais le Sud, soutenu par l'Occident, était contre. Et ils ont probablement empêché la réalisation de ces élections à l'instigation et sur le conseil des États-Unis. Après. Que s'est-il passé au Vietnam après la guerre? 7 millions de tonnes de bombes ont été lancées pendant la guerre. C'est environ 2 à 3 fois le nombre de bombes que les Américains avaient larguées au total pendant la Seconde Guerre mondiale. 7 millions de tonnes. Deuxièmement, le 16 mars 1968 a eu lieu le massacre de My Lai. Évidemment, cela n'a été connu qu'après, où des soldats américains ont assassiné de sang-froid plus de 500 civils. Et après la fin de la guerre, on a aussi appris que cela n'avait pas été le seul massacre, mais les vétérans américains qui étaient en guerre au Vietnam
ont avoué et décrit que ceci s'était produit presque chaque jour. De tels massacres de la population civile ont vraiment eu lieu. En tout, 5 millions de personnes ont trouvé la mort au Vietnam et dans les pays voisins du Laos et du Cambodge. 70 à 80% étaient des civils. Pour détruire les feuillages des forêts, les États-Unis ont à l'époque dispersé 72 millions de litres d'herbicides sur le Vietnam. Parmi ceux-ci, l'agent orange, extrêmement toxique, une dioxine qui endommage le patrimoine génétique. Ce poison a un effet d'une durée extrêmement longue, parce qu'il ne se dégrade biologiquement que très lentement. Les conséquences sont des enfants gravement handicapés, avec des malformations et plus de 100 maladies. Depuis, 3 générations d'après-guerre sont concernées par ces séquelles. Tandis que d'anciens soldats américains contaminés ont été indemnisés après de longues procédures juridiques, les victimes vietnamiennes n'ont, jusqu'à aujourd'hui, pas reçu d'indemnisation. Et pour finir, voici encore un fait extrêmement grave. Environ 10% de ces 7 millions de tonnes de bombes n'ont pas explosé. Elles se trouvent encore maintenant comme des mines dans le sol et provoquent aujourd'hui, comme dans le temps, de graves blessures. La guerre du Kosovo, 1998-99. Résumé d'une conférence à Augsbourg. À cause d'une prétendue catastrophe humanitaire, l'OTAN a attaqué l'ancienne République fédérale de Yougoslavie par des attaques aériennes du 24 mars 1999 jusqu'au 10 juin 1999. Selon l'Organisation pour la sécurité et la collaboration européenne, il n'y a pas eu avant le bombardement de l'OTAN de catastrophe humanitaire qui aurait dû être punie. Il n'y avait eu que 39 morts suite à des combats entre l'armée de libération kosovare, UCK, un groupe de terroristes, et des policiers serbes. Et même, d'après les témoins oculaires, le prétendu camp de concentration dont le ministre de la Défense, Rudolf Scharping, avait parlé, n'a jamais existé. Avant. Du point de vue économique, la Yougoslavie était le pays le plus fort de l'Europe du Sud-Ouest. La Yougoslavie était en situation de plein emploi, donc tout le monde avait un travail. Il y avait une sécurité sociale, tout le monde était couvert par le système. De plus, fait également significatif pour un système social qui fonctionne parfaitement, l'espérance de vie était très élevée. L'enseignement scolaire était assuré, tous les enfants étaient instruits et le niveau des prix était bien réglementé, ce qui fait que les prix étaient adaptés au salaire. Donc, on y vivait bien. Le Kosovo avait une bonne source de revenus grâce aux exportations. L'ancienne Yougoslavie avait toujours refusé les conditions de crédit du Fonds monétaire international, le FMI, pour des raisons sociales. Le pays était à côté de l'Espagne et de l'Italie, la destination de vacances préférée des Européens. D'après un sondage de l'année 2014, 78% des Serbes disent qu'avant 1990, donc avant la division de la Yougoslavie, ils avaient un meilleur niveau de vie, un plus haut standard économique et une plus grande liberté politique. Après. Le résultat de cette guerre tient en un mot, la destruction. Toute l'infrastructure a été détruite. 110 hôpitaux, 480 écoles, 13 aéroports, 19 gares, 60 ponts et des entreprises industrielles. La chose la plus grave, 10 tonnes de munitions à l'uranium ont été larguées. Plus de 2500 civils et 10 000 soldats ont été tués. Plus de 850 000 personnes ont fui depuis le début des opérations aériennes. D'après Bakary Kanté, dirigeant du département de l'ONU pour les accords de l'environnement, l'OTAN a utilisé de l'uranium qui a détruit l'air, le sol et l'eau, causant jusqu'à aujourd'hui un grand nombre de cancers, de fausses couches et de malformations graves chez des nouveau-nés. Un grand nombre d'entreprises industrielles et des établissements d'infrastructures, dont 480 écoles et 110 hôpitaux, ont été réduits en cendres. Après la guerre, le Kosovo a été administré de manière politique et militaire par les États-Unis et l'OTAN. Une des plus grandes bases militaires américaines se trouve à présent dans le pays. Les pays de l'ex-Yougoslavie souffrent aujourd'hui encore des mauvaises conditions économiques. C'est ainsi que dans la première moitié de 2015,
environ 33 000, 15%, demandeurs d'asile en Allemagne étaient des citoyens kosovars et 18 000, 8,4%, étaient des Serbes. Ils viennent ainsi après la Syrie en 2e et 4e position. Mais si on regarde les morts, 4000 personnes sont mortes pendant la guerre au Kosovo. 5000 suite aux opérations militaires de l'OTAN en 1999 en Serbie et environ 125 000 mourront encore à cause des munitions à l'uranium qui ont été utilisées. La guerre en Afghanistan depuis 2001, résumé d'une conférence à Osnabrück. Je suis content que nous soyons aujourd'hui si nombreux réunis ici. Et je suis particulièrement content aussi de pouvoir saluer un grand nombre de jeunes pour ce sujet très important, la guerre en Afghanistan depuis 2001. Le gouvernement américain met les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis à la charge de l'organisation terroriste Al-Qaïda sous la direction d'Osama Ben Laden. Celle-ci a une base sur le territoire du mouvement taliban islamiste et était alliée à ces derniers, qui dominaient de grandes parties de l'Afghanistan de 1996 à 2001. L'attentat du 11 septembre 2001 est considéré par le gouvernement américain comme étant une attaque armée au sens de la Charte des Nations Unies, articles 39 et 51. De cette manière, les États-Unis se sont octroyés un droit de légitime défense, suite auquel la clause de défense mutuelle de l'OTAN a été invoquée. Le gouvernement des États-Unis a commencé ses interventions militaires contre le gouvernement taliban en Afghanistan en automne 2001. Après la chute des talibans fin 2001, les conflits armés avec ce pays n'ont pourtant pas cessé. Depuis lors, les troupes de l'OTAN sont stationnées en Afghanistan. Avant. Mais comment était-ce avant? En 2000, le gouvernement taliban a décrété une interdiction totale de la culture de l'opium sous peine de poursuite. Et après que les États-Unis ont pris le contrôle sur le pays, il y a eu un accroissement rapide. Et cela, nous pouvons le voir dans le graphique à colonne tout en bas à gauche. En 2001, il y avait une récolte d'opium de 185 tonnes. Et 6 ans plus tard, 2007, nous en sommes là, 8200 tonnes. C'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 44. Alors bien sûr se pose la question, qui est le grand consommateur de cette quantité d'opium? Le consommateur principal, c'est l'industrie pharmaceutique occidentale. Nous avons ici un témoin important, le journaliste Wayne Madsen. Il dit que la production d'opium en Afghanistan est la source la plus importante pour le commerce de drogue de la CIA. Selon différentes sources, jusqu'au milieu de l'année 2015, plus de 70 000 personnes ont péri en Afghanistan à cause des attaques de troupes internationales. Et autant de personnes ont été blessées. Les chiffres continuent à augmenter. Selon une étude de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, IPPNW, on estime que jusqu'à 2012, il y a eu au moins 43 000 victimes civiles. Et bien sûr, les plus grandes victimes sont les plus innocents, les enfants. Des centaines de milliers ont perdu leurs parents dans cette guerre. Ils sont orphelins de guerre et doivent être logés dans des orphelinats spéciaux. En tout, jusqu'à fin 2014, on compte environ 2,59 millions de réfugiés d'Afghanistan. Le pays a été complètement détruit. Selon le député du Congrès américain, Ron Paul, les troupes américaines devraient rester au moins jusqu'en 2024 dans le pays. La deuxième guerre d'Irak, troisième guerre du Golfe, 2003, résumé d'une conférence à Steyr. Avec l'argument que Saddam Hussein posséderait des armes de destruction massive et coopérerait avec Al-Qaïda, les troupes des États-Unis et de leurs alliés sont entrées en Irak le 20 mars 2003. Par la suite, le Sénat et la Commission des services secrets américains ont reconnu que les deux accusations étaient fausses. Avant. Le pays ne se rétablit que lentement des conséquences dévastatrices de la première guerre d'Irak.
Saddam Hussein commençait alors à reprendre en main le destin du pays et a proclamé en septembre 2000 que les ventes de pétrole de son pays se dérouleraient dès lors en euros et non plus en dollars américains. C'est ainsi que le système du pétrodollar, c'est-à-dire le commerce du pétrole en dollars américains, a été secoué pour la première fois. Car ce système permet aux États-Unis de continuer à agir à grande échelle en tant que puissance économique et de diriger des guerres coûteuses et sans fin, et ceci bien qu'ils aient une montagne de dettes de 17 milliards de dollars. Après la chute de Bagdad et l'effondrement du régime de Saddam Hussein en avril 2003, le marché du pétrole est de nouveau passé au dollar américain. Selon une étude indépendante du Lancet, 600 000 civils sont morts jusqu'en 2006. Cela représente 90% des victimes. Rien que pendant l'intervention de 3 semaines en 2003, les États-Unis ont utilisé entre 1000 et 2000 tonnes de munitions à l'uranium. À Fallujah, une ville à 70 km de Bagdad, la pollution radioactive était maintes fois plus élevée qu'à Hiroshima après la bombe. Depuis lors, un nombre croissant de bébés naissent avec des malformations affreuses, sans tête, avec 2 têtes ou avec des membres manquants. Ici aussi nous voyons à nouveau les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là confrontés avec horreur à des malformations de nouveau-nés. D'innombrables crimes de guerre des troupes américaines pendant l'occupation de 2003 à 2011 ont été rendus publics, entre autres par Wikileaks. Il y a eu des actions de tuerie ciblées, au cours desquelles des civils innocents ont aussi perdu la vie. En 2011, l'armée américaine s'est retirée d'Irak. Elle laissait derrière elle un pays en ruine. Et dans un tel chaos où chacun lutte pour sa propre survie, on a affaire à des conditions proches de la guerre civile et il y est extrêmement difficile de rétablir l'ordre public. Depuis 2014, certaines parties de l'Irak, comme la ville de Mossoul, ont été occupées par l'organisation terroriste EI. De 2003 à 2011, la guerre d'Irak a coûté plus de 800 milliards de dollars aux contribuables américains, ce qui représente environ 250 millions par jour. La guerre de Syrie depuis 2011, résumé d'une conférence à Fribourg. Pendant le printemps arabe de mars 2011, un conflit s'est développé entre le gouvernement de Bachar al-Assad et différents groupes d'opposition. À partir de juillet 2011, d'anciens membres de l'armée ainsi que des civils ont formé l'armée syrienne libre comme adversaire d'Assad. Peu après, le journaliste Ali Hachem a filmé à la frontière syro-libanaise des groupes lourdement armés qui ont passé la frontière et sont intervenus dans la guerre civile contre Assad. Il est connu que les pays occidentaux, surtout les États-Unis, mais aussi Israël, le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie, ont formé des troupes de combats étrangères, les ont fait entrer de manière illégale dans le pays et les ont soutenus par des livraisons d'armes ainsi que par des moyens financiers. Le groupement EI, État islamique, s'est établi dans le nord en 2013 comme présence militaire dominante. En prétendant que la Syrie aurait utilisé des armes chimiques, les États-Unis ont essayé, en collaboration avec les pays de l'OTAN, d'entrer en guerre contre la Syrie. Mais on n'a pas pu prouver qu'Assad ait utilisé des armes chimiques, au contraire, il les a fait détruire. Avant. Le président syrien Bachar al-Assad avait introduit la démocratie quelques années avant la guerre. Il a fait libérer de prison des détenus politiques. La population syrienne se tient majoritairement derrière Assad, 80% de personnes lui étant favorables. La Syrie était un pays tellement riche et en émergence qu'après que les États-Unis ont commencé la guerre d'Irak, il a pu accueillir 2 millions de réfugiés irakiens. La Banque centrale syrienne se trouve sous le contrôle de l'État et n'a aucune dette auprès du Fonds monétaire international FMI. Le système de santé était gratuit. Les semences génétiquement modifiées n'étaient pas permises afin de protéger la santé de la population. La Syrie possède d'énormes réserves de pétrole et de gaz. La Syrie construit un pipeline avec l'Iran sans être dépendante de la coopération de multinationales pétrolières occidentales.
La population syrienne est très bien informée sur le nouvel ordre mondial. L'influence de l'élite du pouvoir global est un sujet débattu dans les universités. La Syrie protège son identité politique, culturelle et nationale. Avant que la guerre éclate, le guide Lonely Planet décrivait Damas avec euphorie comme le nouveau Marrakech, comme le centre culturel de l'Orient. Après. Selon les chiffres les plus récents des Nations Unies, plus de 250 000 personnes ont été tuées, sans compter les chiffres non officiels. Un tiers des victimes, dont plus de 80 000 personnes, sont des victimes civiles. Lors des attaques aériennes des États-Unis contre l'État islamique, ce sont toujours des centaines de civils qui ont été tués. Jusqu'à maintenant, plus de 3,8 millions de Syriens ont fui à l'étranger. Plus de la moitié d'entre eux sont des enfants. Toute source de revenus a été coupée par les sanctions économiques occidentales. Les exportations de combustibles, de pétrole et de technologie ont été interdites. Les importations de blé deviennent insuffisantes. Le pain manque. Les produits alimentaires sont 2 fois plus chers qu'avant la guerre. Selon Yoshua Landis, professeur à l'université d'Oklahoma, c'est la stratégie des États-Unis pour affaiblir les Syriens et les forcer à capituler. Selon les informations données par l'ONU, déjà fin 2013, 3 personnes sur 4 vivent dans la pauvreté et la moitié de la population vit dans la misère extrême. Laissons-nous impressionner une fois de plus par les images qui montrent l'avant et l'après. La guerre en Ukraine depuis 2014. Résumé d'une conférence à Francfort. Après le renversement anticonstitutionnel du président Viktor Yanukovych le 22 février 2014 à Kiev, le nouveau gouvernement a envoyé des troupes dans les régions orientales de Donetsk et Lugansk. Ces régions n'avaient pas reconnu le changement de régime et avaient proclamé des républiques populaires indépendantes. Selon divers historiens, les États-Unis étaient derrière le gouvernement putschiste. Victoria Nuland, secrétaire d'État assistante américaine, a témoigné involontairement dans une conversation téléphonique sur écoute que les États-Unis ont investi 5 milliards de dollars pour mettre au pouvoir en Ukraine un nouveau gouvernement sous la direction des États-Unis. Avant la guerre, l'Ukraine était un pont entre la Russie et l'UE en tant que pays non aligné. Par l'accord de Kharkov, en avril 2010, qui a permis en Crimée le stationnement de la flotte russe dans la mer Noire au moins jusqu'en 2042, l'Ukraine a reçu du gaz russe à des prix très avantageux. Brzezinski, ancien conseiller de la sécurité nationale de Jimmy Carter, décrit l'Ukraine comme le cœur de l'île du monde, c'est-à-dire de l'Eurasie. En Eurasie se trouve 75% de la population mondiale, 60% de la production économique mondiale et les 3/4 des ressources énergétiques connues du monde. Celui qui domine l'Ukraine domine l'île du monde et donc le monde. Après. Plus de 6 000 morts, sans les chiffres non officiels. Plus de 15 000 blessés, à nouveau sans les chiffres non officiels. Et jusqu'à présent, plus de 3 millions de personnes qui ont fui leur maison. Plus de 150 000 ont demandé la protection de la Russie, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Dans l'est de l'Ukraine, tous les jours il y a des tirs, les maisons sont bombardées. L'infrastructure technique est fortement affectée. Dans de nombreuses villes, l'eau et l'électricité sont rationnées quelques heures par jour et certaines villes sont même privées d'électricité. Le niveau de vie s'est dramatiquement dégradé en Ukraine depuis le licenciement de Yanukovych en 2014. Près de 80% de la population ukrainienne vit sous le seuil de pauvreté. Avant le licenciement de Yanukovych, la pension de retraite minimale était d'environ 120 € par mois. Maintenant, 40 €.
Le salaire minimum était de 80 € par mois et maintenant il est de 50 €. Aujourd'hui, le salaire moyen est d'environ 120 € par mois. De 2010 à 2013, l'inflation était de 3,5%. En 2015, elle atteint déjà 40%. Le taux d'inflation de ces 2 dernières années est de 30% pour les transports, de 200% sur le fioul domestique. Le prix des aliments a été multiplié. Les aliments de base, le pain, la viande, le lait, ont augmenté de 40%. L'électricité et le gaz de 110%. Une nouvelle augmentation des prix est prévue tous les 6 mois. Les sociétés étrangères élargissent leur influence sur le secteur agricole ukrainien, comme par exemple les sociétés de biotechnologie comme Monsanto, Cargill et DuPont. Celles-ci ont augmenté leurs investissements de manière significative au cours des dernières années. Selon des députés du Bundestag allemand, on utilise le conflit en Ukraine pour faire un transfert massif de terres à des entreprises et des sociétés financées par des grandes banques internationales. Selon les déclarations de parlementaires ukrainiens, le gouvernement de Kiev est sous le contrôle total du gouvernement des États-Unis. Selon le projet de loi de 1953 de mai 2015, l'Occident devrait être autorisé à déployer des armes nucléaires en Ukraine. Les États-Unis sont prêts à risquer une guerre en Europe pour maintenir leur présence militaire et leur suprématie. Intervention militaire au Yémen en 2015. Résumé d'une conférence à Cologne. Depuis le 26 mars 2015, l'alliance militaire arabe dirigée par l'Arabie saoudite effectue des attaques aériennes sur les positions des rebelles Houthis. Ces attaques sont soutenues et coordonnées par les États-Unis en matière de logistique. Auparavant, les Houthis avaient pris le contrôle de grandes parties du pays et destitué le chef d'État. Le diplomate et ancien représentant spécial de l'ONU pour le Yémen, le Marocain Jamal Ben Omar, a dit que le soulèvement des Houthis a seulement eu lieu parce que le président provisoire Hadi n'avait pas accompli son unique devoir, à savoir mettre en place des élections démocratiques. Selon Jamal Ben Omar, ces efforts pour trouver des solutions pacifiques n'ont pas abouti parce qu'ils ont régulièrement été boycottés par les Saoudiens. Avant. En 1990, il y a eu un accord de paix qui a tenu 4 ans. Et après cet accord de paix, il y a eu une presse libre comme le monde arabe n'en avait pas connu auparavant. Il y avait une diversité parmi les partis, et cela aussi est inhabituel pour le monde arabe. Il y a aussi eu des élections parlementaires tout à fait équitables. 4 ans plus tard, le pays est déchiré dans une guerre civile sanglante. Après une unification accomplie, l'économie nationale devait recevoir une impulsion formidable grâce à des capitaux étrangers. Au premier plan, il y avait les projets pour l'extraction du pétrole et du gaz naturel, l'extension d'Aden pour devenir la capitale économique, incluant la mise en place d'un port franc à Aden et le développement rapide du tourisme. À cause de l'opinion pro-Irak du pays pendant la guerre du Golfe de 1990 à 1991, les aides financières provenant des pays arabes voisins ont pourtant été arrêtés et les projets n'ont jamais vu le jour. Après. Selon une information de Reuters du 17 avril 2015, des milliers de familles ont actuellement fui leurs habitations. On compte 767 morts. 150 000 personnes étaient en fuite. Environ 7,5 millions de personnes avaient besoin d'aide. 5 hôpitaux, les 3 plus grands aéroports du pays, 15 écoles, de nombreux ponts et mosquées ont été détruits. Selon différentes organisations de droits de l'homme, les camps de réfugiés auraient été touchés par les attaques aériennes. On n'aurait pas trouvé de preuves pour des cibles militaires pertinentes. Dans un camp de réfugiés au nord, il y aurait eu au moins 45 civils tués et 200 autres auraient été blessés. Fin septembre 2015, 131 civils sont morts lorsque des avions de combat de l'Alliance ont tiré des missiles sur une cérémonie de mariage. Un stock alimentaire de l'organisation d'aide internationale Oxfam a été bombardé avec toutes ses installations pour l'approvisionnement en eau de milliers de familles. En une semaine,
Au moins 62 enfants ont été tués au Yémen et 30 autres ont été blessés. Le bombardement des aéroports et le blocus des ports yéménites ont coupé les citoyens du pays arabe le plus pauvre de l'approvisionnement en aliments et en carburant. Les organisations humanitaires internationales parlent d'une catastrophe humanitaire imminente. En fin de compte, les gens n'ont plus d'eau potable. Oxfam signale que 2 personnes sur 3 n'ont plus accès à l'eau potable fraîche par suite de la guerre. Et un porte-parole de l'armée yéménite a dit que tout récemment, au moins 2571 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ont trouvé la mort. 1200 bâtiments publics et 72 écoles auraient été détruits. Des camps de réfugiés, des réserves alimentaires, des installations de télécommunications, des stations de radio et des centrales électriques auraient été bombardés. 3 stades de foot et 16 stations essence où il y avait de longues files de voitures auraient été bombardées. Dans un de ces cas, on dit qu'au moins 17 civils auraient été tués et 50 personnes blessées. La branche locale d'Al-Qaïda a pu continuer à étendre son territoire à l'est du pays par le biais de la guerre. Enfin, après les bombardements, l'Arabie saoudite a passé des commandes à l'industrie d'armes américaine à hauteur de presque 2 milliards de dollars. Et ceci est le résultat de cet affrontement militaire. Pourquoi? À quoi cela sert-il? On peut clairement reconnaître le fil rouge de la manière de faire la guerre moderne. Maintenant, cela devrait être clair pour tout le monde. Les stratèges américains ne veulent pas libérer les peuples des prétendus dictateurs ou bien assurer la sécurité et la démocratie dans le monde. Il s'agit plutôt, comme les faits le prouvent, de déstabiliser des pays en plein essor et importants d'un point de vue géostratégique. Le but est d'étendre et d'assurer la suprématie américaine. Tout cela se passe toujours d'après le même déroulement en 4 phases. Premièrement, un pays en plein essor et important d'un point de vue géostratégique et politique est déclaré pays cible. Deuxièmement, montré du doigt par les médias et les politiciens qui fonctionnent ensemble, le pays est déclaré danger incalculable pour l'humanité. Troisièmement, après que la population mondiale a été préparée pour une guerre contre le pays cible, une entrée en guerre est justifiée par un mensonge ou par une opération sous faux pavillon. Une opération sous faux pavillon est une opération militaire secrète qui est imputée à l'adversaire. Quatrièmement, après un temps, le public va apprendre que l'attaque militaire était basée sur un mensonge. Alors les médias commencent à critiquer pour la première fois. Mais c'est déjà trop tard, car la situation après la guerre sera désastreuse et on ne pourra pas la réparer. Mais maintenant, encore un sujet actuel. Encore une fois, le même déroulement se répète. Il est prouvé que l'humanité se tient entre les 2 premières phases. Cela montre qu'une guerre désastreuse et terrible nous attend si jamais on croit aux mensonges des politiciens et qu'on les suit. Et voici un exemple, pour n'en citer qu'un, voici comment est le monde avant une guerre. La Russie avant la guerre. Résumé d'une conférence à Moscou. Avant. La Russie sous Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a renationalisé des entreprises qui avaient été privatisées et a aussi nationalisé les sources d'énergie. Entre 2000 et 2013, la production industrielle a augmenté de plus de 50%. Dans certaines branches encore plus que cela. Les branches qui évoluent le plus vite sont les suivantes. La production de caoutchouc et de la matière plastique avec une hausse de 430%, la production de machines électriques, électroniques et optiques avec une hausse de 346%. La fabrication, la transformation du cuir et la fabrication de chaussures ont augmenté de 218%. La production de nourriture a augmenté de 100%. En même temps, la production industrielle de la Russie a été modernisée et adaptée aux standards internationaux. Les exportations russes ont augmenté de presque 500%. Tous les grands pays occidentaux ont été dépassés. Le taux d'impôt global en Russie est de 29,5%, un des plus bas dans les pays développés.
De 2000 à 2010, le chômage a baissé de presque 30%. En 2013, les dettes d'État de la Russie étaient de 13% du PIB. En comparaison, le Japon 243%, les USA 105% et l'Allemagne 78%. Le 30 juin 2013, Poutine a signé une loi qui condamne tout commentaire positif de l'homosexualité en présence de mineurs ou bien dans les médias. Le 5 avril 2014, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a proclamé une interdiction de l'importation d'OGM. Avec cela, il a fermé la porte à beaucoup de sociétés américaines. En avril 2014, la Russie a déclaré ne plus vouloir utiliser pour les ressources énergétiques le dollar, mais le rouble et les monnaies des partenaires commerciaux. Si la Russie commence à utiliser directement l'or et pas le dollar pour la vente du gaz et du pétrole, cela va amener une accélération mondiale de la sortie du marché en dollars. D'après un sondage en avril 2015, le président Vladimir Poutine était plus aimé que jamais. 76% des Russes allaient le réélire encore une fois aux élections présidentielles. Les opinions favorables pour les activités de Poutine ont augmenté de 89%. Après, les provocations et les incitations à la guerre contre la Russie et son président Vladimir Poutine se déchaînent. De manière rhétorique de la part des médias occidentaux, des politiciens occidentaux et d'autres personnes influentes. De manière économique et politique par des sanctions et par le maintien très bas du prix du pétrole. De manière militaire par une augmentation de l'armement aux frontières russes. C'est ainsi que Washington a décidé en mars 2016 de faire stationner en Europe de l'Est une brigade complète de chars, d'engins modernes et en plus de cela 4200 soldats. Si jamais la Russie perdait son sang-froid et s'il y avait une guerre contre la Russie, cela aurait des conséquences désastreuses car deux puissances atomiques se dresseraient l'une contre l'autre. Ici, nous n'avons plus qu'une réponse. Plus jamais la guerre.